Bonjour à tous et bienvenue au cours numéro 8 de chimie alimentaire. Alors, dans ce cours-ci, on va encore parler des enzymes, on va parler des facteurs qui influencent l'activité enzymatique et aussi on va parler de quelques enzymes qu'on retrouve dans notre alimentation et qui sont très importantes afin de réaliser les réactions chimiques de notre corps humain. Alors, tout d'abord, commençons par regarder les facteurs influençant l'activité enzymatique. Donc, premier facteur, c'est les inhibitions compétitives. On a déjà vu ce thème-là dans les cours précédents. Donc, ça revient encore une fois. Donc, qu'est-ce qu'une inhibition compétitive? Donc, en temps normal, on a un enzyme ici avec son substrat. L'enzyme contient un site actif, donc juste ici, et ce site actif-là a une forme qui permet d'accueillir parfaitement le substrat, comme on le voit ici. Ensuite, on a liaison entre l'enzyme et le substrat, et par la suite, nous obtenons les produits suite à la réaction qui a été catalysée par l'enzyme. Dans le cas d'une inhibition compétitive, ce qui arrive, c'est que au lieu d'avoir la liaison du substrat au site actif, on aura la liaison d'un inhibiteur. L'inhibiteur va avoir une forme différente du substrat, par contre, il va quand même être capable de se lier au site actif. Donc, comme on peut voir ici, la forme du site actif est en forme de triangle. Donc, ça, c'est juste une façon de le représenter, mais ça nous démontre que si, que ce soit le substrat ou l'inhibiteur, a une forme de triangle, donc il va être capable de se lier. Donc, c'est le cas ici. Par contre, lorsque les deux sont liés, ça empêche le substrat d'aller se lier et donc on n'a pas de réaction qui va se passer. Ensuite, on a l'inhibition non compétitive. Alors, ici, on voit en temps normal, on a le substrat qui se lie à l'enzyme, on a un complexe enzyme-substrat et on obtient les produits. Donc ça, c'est en temps normal. Non compétitive, quelle est la différence? C'est qu'on a encore une fois un inhibiteur, mais l'inhibiteur va se lier à un site différent du site actif. Donc, il va se lier à un site allostérique qu'on appelle. Puis lorsqu'il va se lier, ça va apporter un changement de conformation, donc de forme du site actif, ce qui va faire en sorte que le substrat ne sera plus en mesure de se lier parce que la forme va avoir changé, ça sera plus adapté à sa forme au substrat. Troisième facteur qui peut influencer l'activité enzymatique, c'est la température. Donc, la température, on voit un graphique à la droite. Donc, à basse température, donc le premier point ici, on dit les enzymes ne fonctionnent pas bien. Donc, si on regarde ici, okay, donc la vitesse est quand même assez basse, là. Elle part d'ici, puis elle va jusque là, mais elle augmente plus on augmente la température. Ensuite, à un certain moment, la vitesse, donc l'activité de l'enzyme est à son plus haute, ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la température optimale. Donc ça, c'est la température à laquelle l'enzyme va le mieux fonctionner. Puis si on dépasse cette température optimale-là, on va avoir une baisse de l'activité. Pourquoi? Comme on l'a vu, les enzymes sont des protéines, puis si la température est trop haute, elles seront dénaturées,
Donc, elles ne seront plus en mesure de fonctionner. Ensuite, l'autre facteur, c'est le pH. Excusez-moi, juste avant, on va regarder ça ici. Donc, parenthèse par rapport à la température des enzymes, ça m'a fait penser de vous parler du blanchiment des aliments. Donc, certaines fois dans les recettes, on va vous demander de faire le blanchiment des aliments. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est soit de mettre l'aliment dans de l'eau bouillante ou de l'exposer à la vapeur d'eau. Donc, c'est une température vraiment très chaude. Puis, qu'est-ce que ça va faire, ça? C'est que ça va désactiver les enzymes du tissu végétal. OK? Donc, comme on l'a vu, lorsque la température est très élevée, l'enzyme va être désactivée. Pourquoi on voudrait procéder au blanchiment des aliments? Eh bien, voici quelques exemples d'enzymes qui sont non désirables. Donc, par exemple, la lipase, c'est elle qui va donner le goût rance dans les aliments, qui est naturellement indésirable. Ensuite, on a les protéases qui vont former un goût amer. Les amylases vont faire les sucres simples. Donc, par exemple, si on avait de l'amidon, l'amylase va les transformer en sucres simples, comme par exemple le glucose et le fructose. La polyphénol oxydase, elle, va laisser place au brunissement des aliments. Donc, ça, c'est plusieurs exemples d'enzymes qui, dans certains cas, vont être non désirables, donc on veut les éviter. Et c'est par le blanchiment des aliments, donc en les exposant à l'eau bouillante ou à la vapeur, qu'on va pouvoir être en mesure de désactiver ces enzymes-là et comme de fait, d'éviter leur impact. Donc, par exemple, éviter qu'elles forment un goût amer dans les aliments. Les enzymes sont aussi directement liées au contrôle de la qualité. Alors, lorsqu'on fait des contrôles de qualité des aliments, on va voir si les enzymes sont toujours actives dans les aliments. Puis dans le fond, c'est par exemple si on met du maïs en conserve, on va le stériliser d'abord, donc on va utiliser une haute température afin de briser, de tuer toutes les bactéries, mais aussi de désactiver tous les enzymes. Puis quand on fait le contrôle de la qualité, on va regarder s'il y a présence de deux enzymes particulières, soit la catalase et la peroxydase. Pourquoi? Parce que ces enzymes-là sont très résistantes à la température comparées aux autres enzymes qu'on retrouve. Donc, les enzymes sont des protéines qui sont extrêmement sensibles à la température. Donc, aussi peu que 40 degrés Celsius, elles peuvent commencer à se dénaturer. Par contre, la catalase et la peroxydase sont un petit peu plus résistantes. Donc, l'optique derrière ça, c'est qu'on se dit, si la catalase et la peroxydase sont désactivées, donc tous les autres le sont aussi parce que les autres sont moins résistantes. Donc ça, c'est une façon de faire le contrôle de qualité, par exemple dans des cannes de conserve. Donc on mesure l'activité de la catalase et de la peroxydase, puis si elle est nulle, alors on considère que tous les autres enzymes ont été désactivés. Ça m'amène à poser une question qui consiste à se demander pourquoi le maïs en conserve garde son goût sucré alors que le maïs frais perd son goût environ 24 heures après sa cueillette. Donc, puis là, je donne un indice, c'est avant sa mise en conserve, le maïs est stérilisé à haute température. Donc, depuis toujours, on dit que lorsque on achète du maïs,
on doit le consommer assez rapidement pour le maïs frais, sinon il va perdre son goût sucré. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsqu'on va mettre le maïs en conserve, on va utiliser une haute température pour le stériliser. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est ça va désactiver tous les enzymes. Qu'on retrouve dans le maïs. Puis, qu'est-ce que ça va faire, ça? C'est que, donc, le maïs est composé de sucre simple, OK? Donc, je vais représenter les sucres simples par des hexagones parce qu'elles ont une forme hexagonale, par exemple le glucose. Cependant, il y a un enzyme qui va prendre les molécules de glucose qui ont un goût sucré et qui va les attacher entre elles et ils vont former des sucres complexes. Mais les sucres complexes n'ont pas de goût sucré. Donc, par exemple, l'amidon. Donc, l'amidon n'est pas sucré. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on achète un maïs frais, on doit le consommer assez rapidement pour que l'enzyme n'ait pas eu le temps de transformer les sucres simples qui ont un goût sucré en sucre complexe. Lorsqu'on les met en conserve, on les stérilise à haute température, donc on désactive cette enzyme-là qui va faire ce travail-là. Donc, on empêche de perdre ce goût sucré-là. OK. Quatrième facteur, c'est le pH. Donc, on avait déjà vu que le pH est un facteur qui peut influencer les protéines, et puisque les enzymes sont des protéines, alors on va avoir une influence. Donc, à un certain point, on va retrouver un pH optimal qu'on appelle, donc un peu comme la température. Donc, pH optimal, c'est le pH auquel l'enzyme fonctionne le mieux. Donc, le graphique ressemble un peu à une cloche, c'est-à-dire que si on est à gauche du pH optimal, l'enzyme fonctionne un peu moins bien, et si on est à droite, l'enzyme fonctionne aussi un peu moins bien. Donc, il y a vraiment un seul pH auquel l'enzyme va bien fonctionner, puis si on est plus haut que ce pH-là ou plus bas, ça va moins bien fonctionner. Par contre, le pH optimal ne sera pas le même pour tous les enzymes. Donc, il va y avoir une variance pour ça, puis ça va dépendre de où qu'on retrouve l'enzyme dans le corps humain. Donc, par exemple, ici, on vous donne l'exemple de l'amylase. Donc, l'amylase est une enzyme de la salive catalysant l'hydrolyse de l'amidon. Son pH optimal est de 7. Donc, on peut s'imaginer que puisque l'enzyme se retrouve dans la salive, puis que la salive est à un pH neutre, donc ça va de soi que l'enzyme devrait avoir un pH optimal neutre pour bien fonctionner. Par contre, si on prend l'exemple de la pepsine gastrique, elle se retrouve dans l'estomac, puis elle va mieux fonctionner dans un pH acide parce que, comme on le sait, dans notre estomac, le pH est acide. Donc, elle se retrouve là, donc elle va s'adapter à ce pH-là, puis elle va être mieux, plus fonctionnelle dans des pH acides. Finalement, le dernier des facteurs qui peut influencer l'activité enzymatique, c'est le AW. Donc, on a vu que le AW consiste à être l'activité de l'eau. Puis, on avait déjà vu aussi que donc tout ce qui est moisissure, levure et bactéries, que j'encercle ici, plus l'activité de l'eau est haute, plus les bactéries, les moisissures vont
pouvoir se reproduire et prendre de l'expansion. Donc, pour les enzymes, c'est la même chose. Donc, plus l'activité de l'eau augmente, donc plus le AW augmente, alors plus l'efficacité des enzymes augmente. Donc, c'est vraiment, c'est exponentiel. Donc, c'est vraiment plus l'activité de l'eau est haute, plus l'activité, plus l'enzyme sera fonctionnelle. Bon, maintenant, parlons des enzymes importantes en alimentation. Alors, la première enzyme que nous allons voir, c'est la phénolase. Donc, la phénolase est l'enzyme responsable du brunissement enzymatique. Donc, nous l'avions déjà vu dans un cours précédent. Elle transforme son substrat qui est les polyphénols et elle va les transformer en un produit qui aura un pigment brun et c'est ce qui fait en sorte que certains aliments vont brunir et le tout se fait en présence, oui, de l'enzyme, mais aussi d'oxygène. C'est très important d'avoir l'oxygène, sinon la réaction ne peut pas se passer. Donc là, ici, on se pose une question, pourquoi le jus de citron empêche le brunissement? Donc là, on vient de voir que l'activité enzymatique peut être influencée par plusieurs facteurs. Donc, on pourrait penser que le jus de citron, vu que c'est un acide, on pourrait dire c'est probablement à cause du changement de pH. Donc, en changeant le pH, on déstabilise la structure tertiaire de l'enzyme, puis ça pourrait altérer le site actif de l'enzyme, puis le substrat serait plus capable de se lier, puis ça ferait en sorte qu'on n'aurait pas de brunissement. Donc, ici, on a fait l'expérience. Alors, on a un morceau de pomme avec un jus de citron et sans jus de citron. Donc, les deux sont de la couleur naturelle de la pomme. Puis, après un certain temps, on voit que la couleur est encore similaire. Là. Donc, on n'a pas un grand brunissement. Pour le morceau avec le citron. Par contre, l'autre, il est un petit peu plus brunâtre. Donc, on aurait pu le laisser un petit peu plus longtemps pour voir vraiment la réaction, mais ça nous démontre que si on compare le morceau avec le jus de citron avant-après, il y a très peu de changement de couleur, tandis que les deux autres morceaux, si on les compare, on voit que le deuxième est plus brunâtre. Donc là, si ça c'est vrai, ça veut dire que si je mets du vinaigre, alors ça devrait fonctionner parce que le vinaigre est acide. Donc, si c'est le changement de pH qui empêche le brunissement, donc on devrait observer le même résultat avec le vinaigre. Donc, on a fait l'expérience avec le vinaigre. Donc là, ici, on voit avec vinaigre et sans vinaigre. Et après ça, on a encore, après un certain temps, avec vinaigre, sans vinaigre. Puis, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que si on compare avec vinaigre avant-après, on a un brunissement, puis on a aussi un brunissement sans vinaigre. Donc, d'une façon qu'il y ait du vinaigre ou pas, on a quand même observé un brunissement. Donc, ça nous confirme que c'est pas le changement de pH qui est en cause, parce que sinon, j'aurais observé les mêmes résultats avec le vinaigre qui est aussi un acide. Alors, la deuxième hypothèse, c'est
de parler de la vitamine C qui agirait comme un inhibiteur de la phénolase. Alors, dans le premier cas, en haut, ici, donc on a le substrat et l'enzyme. Désolée. Et tantôt, on a dit qu'on avait besoin d'oxygène pour que la réaction arrive. Et finalement, on se ramasse avec un produit qui a un pigment brun. En présence de vitamine C, donc la vitamine C est présente dans le jus de citron, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la vitamine C va se lier à l'oxygène parce qu'elle va avoir une affinité pour l'oxygène. Puis ça va faire en sorte que l'oxygène ne sera plus disponible pour l'enzyme. Et on sait que l'enzyme doit être en présence d'oxygène pour pouvoir bien fonctionner. Donc, la réaction ne pourra pas avoir lieu parce que l'enzyme n'a pas accès à l'oxygène, parce que l'oxygène a encore une plus grande affinité avec la vitamine C. Elle sera donc occupée. Donc ça, c'est ce qui explique pourquoi le jus de citron empêche le brunissement. Et le vinaigre ne contient pas de vitamine C, donc ça expliquerait pourquoi on n'observe pas le même résultat lorsqu'on utilise du vinaigre que du jus de citron. Ensuite, autre enzyme importante, la protéase. La protéase est une enzyme qui va briser les liaisons peptidiques des protéines. Donc, on les voit ici. C'est comme, ça ressemble à des petits Pac-Man. Donc, ils vont briser les liaisons peptidiques et on va se ramasser avec des acides aminés. Et on utilise la protéase pour ramollir les viandes et le fromage. Donc, dans les viandes, on sait qu'on a beaucoup de protéines. Et lorsqu'on brise les liaisons peptidiques, ça fait en sorte que la viande va être ramollie et un peu plus tendre. Ensuite, on a la lipase. Donc, la lipase est une enzyme qui divise les lipides et libère des acides gras. Puis, ça va faire en sorte qu'il y aura des odeurs et des saveurs de dégagées. Donc, comment les lipides sont faits? On a une molécule de glycérol et à ça, on a 3 acides gras qui sont liés à ça. Ce que la lipase va faire, elle, c'est qu'elle va couper le glycérol des acides gras, puis ça va donc libérer 3 molécules d'acides gras, puis le glycérol qui va aussi être seul. Puis ça laisse place à des saveurs et des odeurs qui sont agréables. Donc des arômes seront libérés lorsqu'on utilise la lipase. Ensuite, on a l'amylase. Alors, l'amylase dégrade les sucres complexes qui ne sont pas sucrés en sucre simple, donc par exemple le glucose. Donc, tantôt, j'en ai un peu parlé avec le maïs en conserve. Donc, ici, par exemple, on pourrait dire que c'est de l'amidon. Donc, l'amidon est un sucre complexe et ce n'est pas sucré. Et ici, on aurait, par exemple, du glucose et le glucose a un goût sucré. Donc, dans quel cas on retrouve l'amylase? Donc, dans quelle application? Ça serait, par exemple, dans la fabrication du sirop de maïs. Donc, vous savez,
ce sirop de maïs-là qui est très sucré. Donc, on utilise l'amylase pour le produire. Donc, on va faire la culture du maïs et par la suite, on va récupérer ce qui nous intéresse. Et dans ce cas-ci, c'est l'amidon, un sucre complexe. Par la suite, on va faire plusieurs procédés. Donc, ça, les procédés ici, c'est un petit peu moins important pour nous. Et c'est ici qui est intéressant. Donc, comme on voit avec les petits ciseaux, on va couper, si on veut, l'amidon. Donc, l'amidon qui est une longue chaîne de sucre. On va la couper avec l'amylase. Donc, on va faire des petites coupures comme ça pour obtenir des sucres simples, par exemple le glucose et le fructose. Et c'est là qu'on va obtenir le pouvoir sucrant du sirop de maïs. Donc, on utilise l'amylase pour couper les liaisons de l'amidon et obtenir du glucose et du fructose. Et par la suite, on va faire plusieurs transformations chimiques, mais pour nous, cette partie-là, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de comprendre que l'amylase ici, on voit une application directe. Donc, pourquoi qu'on voudrait passer d'un sucre complexe à un sucre simple pour obtenir un pouvoir sucrant? Et voilà, donc ça, c'est un exemple parfait. Donc, ceci conclut le cours 8 qui consistait à parler de certaines enzymes importantes dans l'alimentation et ainsi que les facteurs qui peuvent influencer leur activité et comment on peut parfois les désactiver afin de ne pas obtenir, pour ne pas qu'ils fassent leur réaction. Donc, par exemple, dans le cas du maïs, on inactive les enzymes parce qu'on ne veut pas qu'elles transforment les sucres simples en sucre complexe parce que ça perdrait leur goût sucré. Donc, merci beaucoup et passez une belle fin de journée.